sur le guide suprême, ce sont les Pasdaran qui ont les armes, qui ont le pouvoir, et le guide suprême, on ne le voit pas. Donc voilà deux éléments qui font que, il me semble que cette manœuvre étrange est vouée à l'échec, en tout cas pour un temps certain, puisque il va peut-être falloir attendre que Khamenei montre qu'il est vivant, qu'ensuite il puisse parler, s'exprimer, et que son pouvoir sera suffisant pour être efficace. Ça veut aussi dire qu'il n'est plus dans le viseur des Américains et des Israéliens, Magali ? C'est vrai que c'est un peu ce qu'on comprend de manière sous-jacente dans cette déclaration. En effet, Donald Trump a fait assassiner le père, la femme, plusieurs enfants aussi de Khamenei dans cette frappe du 28 février. Et aujourd'hui, il est certain que ça le relégitime de parler de lui de cette sorte. Alors, c'est vrai qu'il y a deux cas de figure. Soit on se dit que finalement l'administration Trump est en train de, comme vous le disiez, finalement de jouer sur les divisions internes en essayant de le remettre en selle. Soit ça montre véritablement, en effet, un grand flottement, c'est-à-dire ne plus savoir très bien par quel bout prendre cette négociation. On a quand même un régime iranien qui est de plus en plus jusque-boutiste. On le voit dans les frappes qui se multiplient dans le Golfe, notamment au Koweït, qu'il y a 2 jours encore disait les négociations c'est terminé et on referme complètement le détroit d'Ormuz. Et un Donald Trump qui, depuis la Maison-Blanche, lui, cesse de dire si, les négociations, elles continuent comme si il devait en convaincre aussi les marchés, qui commencent, ça y est, à s'inquiéter sérieusement, le peuple américain qui ne veut pas une reprise des combats. Alors c'est vrai que là, en ressortant la figure du guide suprême, Khamenei, il espère peut-être en faire un interlocuteur pour d'éventuels pourparlers. Mais c'est vrai que tout ça semble vain, tellement on sent que ce régime, en fait, aujourd'hui est lancé dans une fuite en avant. Des déclarations qui interviennent alors que nous assistons aux combats les plus intenses entre les États-Unis et l'Iran depuis l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu qui ne tient plus qu'à un fil. L'Iran promet un déluge de missiles et de drones alors que les Américains ont frappé un pétrolier iranien accusé de tenter de forcer le blocus américain. L'Iran a tiré des missiles balistiques sur des bases américaines puis a lancé des drones qui ont frappé l'aéroport du Koweït. Sylvia, racontez-nous ce qui s'est passé. Alors Marie-Hélène, tout est parti de l'attaque de ce pétrolier dont on va voir les images à l'instant, pétrolier iranien par les Américains dans le détroit d'Ormuz, touché par un missile Hellfire. Le pétrolier non chargé tentait de faire route vers l'île de Card qui assure cette île de Card 90% des exportations de pétrole iranien. Après des avertissements, les Américains ont visé la salle des machines. Les Américains qui opère toujours sur ce détroit d'Ormuz, un contre-blocus pour empêcher tout navire iranien de quitter la zone. L'Iran réplique une première fois en visant un navire lié à Israël et aux États-Unis. Il s'agit du Panaya, situé là-bas près de Ido, Bahreïn. Les États-Unis visent ensuite à leur tour des stations de contrôle militaire et iraniennes sur l'île de Keshm. Ici, vous le savez, une île suréquipée militairement par l'Iran et qui contrôle la navigation dans le détroit. Et c'est en représailles que l'Iran dit avoir touché le siège de la 5e flotte navale américaine à Bahreïn, à Manama, ce que démentent les États-Unis. Sylvia, on disait, l'aéroport du Koweït a également été visé. Oui, mais pas seulement. Le Koweït parle aussi d'installations civiles et vitales, dont des missions diplomatiques. Les sirènes ont en effet retenti. Le Koweït a fait état de dégâts matériels, mais il y a aussi un mort et des blessés. Le trafic a repris partiellement sur l'aéroport cet après-midi. Selon le Koweït, 13 missiles balistiques, 17 drones ont été tirés par l'Iran. L'armée américaine parle d'une attaque qui a échoué avec des drones et des missiles qui ont tous été interceptés. Tous ont raté leur cible, précise le CENTCOM, qui parle d'un nombre de missiles bien moindre que ceux annoncés cet après-midi par le Koweït. Le Koweït qui se réserve le droit de prendre des mesures appropriées pour répondre à ces agressions. Les cibles de l'Iran ne sont pas choisies au hasard. Téhéran pointe du doigt la responsabilité du Koweït et de Bahreïn dans les attaques américaines. Téhéran qui dénonce l'utilisation colonialiste par les États-Unis des pays de la région et qui promet en effet un déluge de missiles et de drones en cas de nouvelles agressions américaines.
L'affront fait à Vladimir Poutine sur ses terres. L'Ukraine vient de frapper un terminal pétrolier à Saint-Pétersbourg et dit également avoir mis hors service cette corvette russe Boïki que vous voyez sur cette séquence infrarouge. Les images sont impressionnantes. Ce navire de guerre russe était stationné sur la base navale de Kronstadt, une île au large de la deuxième ville de Russie. Le gouverneur de Saint-Pétersbourg a confirmé que plusieurs infrastructures avaient été endommagées par des drones ukrainiens. Une frappe qui intervient alors que le président russe doit prendre la parole au Forum économique de Saint-Pétersbourg, sa ville natale. Volodymyr Zelensky s'est félicité de cette attaque sur l'industrie pétrolière russe qui alimente la guerre. Fin de citation. L'Ukraine qui donc vient de frapper la Russie au cœur alors qu'elle organise à Saint-Pétersbourg un événement à portée mondiale censé accueillir 20 000 invités originaires de 130 pays. Partons en Ukraine retrouver nos envoyés spéciaux Gwendoline Debono et Vincent Wartner. Bonjour Gwendoline, l'Ukraine lâche ses coups face à Poutine jusqu'en Russie. Oui, et particulièrement après les deux attaques très violentes sur la capitale ukrainienne. Alors, il faut se rendre compte que aujourd'hui, l'Ukraine a réussi à faire voler ses drones sur plus de 1000 kilomètres à l'intérieur du territoire russe au premier jour de l'ouverture du Forum économique de Saint-Pétersbourg. C'est évidemment embarrassant pour Vladimir Poutine, mais c'est pas tout, puisque comme vous l'avez dit, c'est ajouté la frappe sur cette corvette russe stationnée également dans une base navale près de Saint-Pétersbourg. Il faut tout de même se rendre compte que pour faire ça, eh bien, les drones ukrainiens ont volé pendant 5 à 6 heures sans être interceptés. Alors, les cibles choisies par les forces ukrainiennes dans la ville de Saint-Pétersbourg sont bien sûr très politiques et ça s'inscrit dans une dynamique qui est à l'œuvre et que l'on voit en ce moment, qui consiste pour les Ukrainiens à frapper dans la profondeur en Russie, mais également à couper la logistique des Russes dans les territoires occupés. Et l'objectif, nous dit un officiel ukrainien, c'est de forcer la Russie à négocier réellement parce que les grandes manœuvres ne sont plus possibles sur le front. Eh bien, l'Ukraine cherche à obtenir des effets en se focalisant sur les arrières de son ennemi. Merci beaucoup pour ces informations, Gwendoline Debono et Vincent Wartner en direct de Kiev. Gwendoline qui nous a rappelé que ces frappes ukrainiennes en Russie interviennent après le déluge de feux russes qui s'était abattu sur Kiev, sur Kharkiv et sur l'est du pays. Là, on voit bien l'offensivité, si l'on peut dire, de Volodymyr Zelensky qui vient défier Poutine jusqu'à Saint-Pétersbourg. Oui, et pas n'importe quel jour, parce que ce sommet de Saint-Pétersbourg, ce Davos russe, comme on a coutume de l'appeler, c'est censé être la vitrine de la Russie, un moyen d'attirer les investisseurs internationaux, les grandes entreprises. Alors, il est certain que vu l'isolement actuel de la Russie, ce sont les pays du Sud, beaucoup qui sont représentés, ou les pays de l'ancien bloc soviétique qui sont là. Mais c'est vrai que c'est censé montrer quand même que la Russie est un État dans lequel on peut investir. Et vous avez ce jour-là, au moment où les délégués sont en train d'arriver, oui, cet immense panache de fumée, parce que en plus les Ukrainiens ont visé le terminal pétrolier. Donc c'est très impressionnant, au-delà du coût évidemment que ça représente. Mais regardez ces images, c'est-à-dire on ne peut pas ignorer qu'il se passe quelque chose. Donc vous avez cette frappe sur le terminal pétrolier, cette frappe sur une base militaire russe. Ce sont des coups très durs. Et c'est un affront, en effet, direct fait à Vladimir Poutine, qui n'a pas réussi à arrêter, en effet, ces drones que l'on voit voler et qui ne sont pas stoppés alors que se tient cet événement à Saint-Pétersbourg. Il est certain que c'est une humiliation pour la Russie, avec un Vladimir Poutine qui est déjà affaibli par le manque de résultats sur le front ukrainien. On y reviendra avec Sylvia. Et qui donc a tapé très très durement hier, qui a saturé aussi les défenses ukrainiennes en faisant tomber des dizaines de missiles, des centaines de drones. Mais là, c'est vrai que les Ukrainiens répondent avec des frappes qui sont extrêmement impressionnantes et qui cherchent manifestement à déstabiliser le pouvoir de Vladimir Poutine. Une humiliation, évidemment, qui n'a pas du tout plu à Moscou. La réponse du Kremlin n'a pas tardé. Écoutons Dmitri Peskov.
En ce qui concerne plus particulièrement les frappes, les informations à ce sujet relèvent entièrement de la compétence des autorités régionales et de notre ministère de la Défense. Mais d'une manière générale, je peux vous dire qu'une opération militaire spéciale est en cours pour empêcher que de telles frappes ne se produisent. Bertrand Galichet, on sent la gêne du Kremlin. Et on comprend pourquoi Robert Brovdi, qui commande les drones ukrainiens, a vu sa tête mise à prix 20 millions de dollars par Vladimir Poutine, parce que il est clairement parmi les organisateurs de ce type d'opération. Gwendoline de Bono rappelait tout à l'heure qu'il y a 1 millier de kilomètres entre la frontière ukrainienne et Saint-Pétersbourg. Donc techniquement, c'est assez fort d'avoir réussi à faire voler ces drones et à les faire frapper, atterrir, j'allais dire, mais en fait exploser, bien sûr, sur des cibles à proximité de ce sommet. Et que veulent les Ukrainiens avec cela? Naturellement, c'est envoyer un message non seulement aux Russes, mais aussi au monde. Vous rappeliez, Magali, que effectivement, ce sont beaucoup les pays du Sud qui sont dans ce forum que j'ai eu l'opportunité de couvrir déjà à plusieurs reprises, il y a quelques années. Vous connaissez l'ampleur de l'événement et l'importance. Absolument, c'est immense, c'est dans une sorte de centre de congrès absolument gigantesque et un peu à l'extérieur de la ville pour l'essentiel des activités, et c'est pour aussi montrer naturellement à tous les participants. Vous parliez des pays du Sud, mais il y a aussi par exemple cette année une délégation américaine et une délégation allemande, parce que les Allemands ont beaucoup d'intérêt encore en Russie. Donc ça veut dire qu'il y a un message qui est envoyé pour dire non seulement à l'ensemble du monde, n'oubliez pas, la guerre du Golfe, ça n'est pas la seule guerre qui soit en activité en ce moment. Il y a aussi cette guerre Russie-Ukraine, et donc il faut en tenir compte dans vos décisions. C'est un message aux participants, à ceux qui font du commerce avec la Russie, en leur disant la Russie n'est pas un îlot épargné par la guerre. Il n'y a pas que l'Ukraine qui prend des missiles et des drones, il y a aussi la Russie jusqu'au cœur de son activité économique. Et puis c'est un message, je dirais, de façon un peu annexe aux Russes, qui, pour beaucoup, notamment à Saint-Pétersbourg, sont assez éloignés du front et des questions d'implication dans la guerre. Quand vous êtes à Moscou, il y a eu quelques drones qui sont tombés, mais quand vous êtes à Saint-Pétersbourg, vous êtes quand même assez loin de tout ça. C'est une ville riche. Il y a quand même beaucoup d'oligarques qui, eux, voient la guerre avec l'Ukraine comme quelque chose d'assez lointain, d'assez annexe. Là, on leur rappelle que finalement, ça peut aussi leur tomber sur la tête à tout moment. Donc je crois que c'est une opération de communication plus qu'une opération militaire. En réalité, les dégâts, même s'il y a un bateau russe qui a été touché, même s'il y a un dépôt de pétrole, mais militairement, ça ne représente pas grand-chose probablement. En revanche, en matière de communication, en matière d'image, en matière de message, c'est très important. Une frappe qui intervient alors que Poutine recule en Ukraine. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, l'ISW, ce think tank américain, la Russie a perdu du terrain au mois de mai pour le 2e mois d'affilée. L'Ukraine, on le verra, a également frappé en Crimée. Sylvia, on a le sentiment que les revers s'accumulent pour Vladimir Poutine sur le front ukrainien. Oui, et si les nuages s'accumulaient au-dessus du Kremlin, il y a effectivement à la fois la situation sur le front où les forces russes stagnent, mais aussi la situation économique avec des divisions internes sur la stratégie à adopter. Les deux sont évidemment liés. L'Institut pour l'étude de la guerre, l'ISW, évoque un taux de progression en chute libre pour la Russie ce printemps. Regardez ce que cela donne. 515 km² qui ont été conquis entre décembre 2024 et le mois de mai 2025. Et regardez ce qui se passe cette année. 40 km², c'est à peine 7% de ce qu'ils ont conquis l'an dernier. Dans le même temps, on l'a vu encore aujourd'hui, les drones ukrainiens sont toujours plus perfectionnés. Ils attaquent Moscou, ils attaquent Saint-Pétersbourg, comme aujourd'hui, mais pas seulement, des entreprises de défense, des raffineries. L'enlisement de l'opération militaire spéciale, comme l'appelle toujours Vladimir Poutine, est tourné aussi en ridicule sur les réseaux sociaux. On va voir une vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux et dans lesquels on voit un expert militaire, le voilà, il est là, annoncé depuis 1 an, regardez, alors que les dates défilent au-dessus à gauche, annoncé depuis 1 an la prise d'une petite ville qui s'appelle Mala-Tokchmatchka. C'est 6000 habitants et voilà 1 an que les analystes russes disent qu'ils sont en train de prendre cette ville. Le président Poutine, lui, ne voit pas la situation comme cela. Écoutez ce qu'il disait, de son opération spéciale, c'était à Astana il y a quelques jours, fin mai.
Quant à ma déclaration selon laquelle je pense que le conflit touche à sa fin, je ne l'ai pas faite sans raison, mais sur la base d'une analyse de la situation sur le champ de bataille. Là-bas, nos forces avancent dans toutes les directions chaque jour. Vous pouvez le constater par vous-même. Sylvia, des propos qui ont été minimisés d'ailleurs par le Kremlin, Marie-Aline, quand il dit qu'effectivement que l'opération avance sur tous les fronts. évidemment, on n'admet pas la difficulté sur le front et les difficultés en interne aussi. Oui, effectivement, de plusieurs ordres, peur d'un coup d'État. Vladimir Poutine le craint et se barricade. Regardez comment il se déplaçait à Astana. Il y a à peu près 20 voitures, 14 motards. Regardez cette tourelle, ce véhicule doté d'une tourelle de mitrailleuse. Il y avait aussi un système mobile de brouillage anti-drone dans son cortège. S'il craint un coup d'État, eh bien, c'est parce que les mécontentements sont là, plus de 4 ans après le début de la guerre. Toujours aucune issue et bien sûr des conséquences sur l'économie russe. Selon Bloomberg, de hauts responsables gouvernementaux ont averti le président russe que les dépenses liées à la guerre prenaient une ampleur insoutenable, avec des risques d'aggraver le déficit budgétaire de l'État, sans parler de la croissance qui a été revue à la baisse, de l'inflation. La Russie est au bord de la récession, mais le chef de l'État ne veut pas couper les dépenses. Il demande des économies ailleurs, selon Bloomberg. Cet avertissement constitue en tout cas le signe le plus grave de division interne à Moscou depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Pour remplir les caisses, la Russie envisage d'imposer une taxe exceptionnelle sur certains producteurs de matières premières et certaines banques. Merci beaucoup Sylvia. Amiral, je rebondis avec vous. Comment expliquer un tel recul de la part de la Russie ? Écoutez, ça a été très bien expliqué. L'effort de guerre est un effort considérable. Le moral des troupes, le moral des économistes, et puis aussi l'apparence vis-à-vis du monde entier. Et cette vitrine de Saint-Pétersbourg est maintenant une vitrine de la fragilité russe. C'est plus du tout, on ne parlera plus du Davos et de la vitrine économique. C'est une vitrine de la fragilité russe. Fragilité militaire, ils n'ont pas été capables d'intercepter sur la route entre l'Ukraine et Saint-Pétersbourg, ils n'ont pas intercepté ces drones-là. Alors bien sûr, beaucoup de défenses sont mobilisées pour protéger Moscou, bien sûr, et puis les défenses, les centres névralgiques de l'armée et bien sûr de l'industrie produisant des munitions et des matériels. Mais là, incroyable. Donc c'est un camouflet diplomatique, mais c'est aussi un camouflet militaire. Je ne négligerai pas le fait qu'un bâtiment ait été touché. Ça rappelle le Moskva, par exemple. Ça rappelle des souvenirs de l'efficacité ukrainienne, alors que c'était tout début de la guerre. Il me semble, je ne suis pas sûr, mais il me semble avoir vu que ce bâtiment-là était en bassin, c'est-à-dire au sec et en réparation. Dans les premières images, s'ils ont touché ça, c'est une infrastructure qui est touchée aussi. Et cela signifie que la marine russe qui est au fin fond du golfe de Finlande, donc qui normalement est prévue pour opérer en Baltique, est à portée de tir d'une nation qui est en guerre avec la Russie. C'est-à-dire que même si les Européens et tout l'OTAN qui contrôle tout le reste de la Baltique, bien sûr, se garderont bien de frapper, surtout les premiers, bien sûr, cette puissance navale qui est au fond du golfe de Finlande, il n'est pas interdit de penser que les Ukrainiens peuvent amoindrir, affaiblir cette puissance militaire en frappant sur tout ce qui est là, les infrastructures en particulier. Donc il y a là un jeu, alors ça n'est pas délibéré, je ne dirais pas que les Ukrainiens sont les proxys de l'Europe et de l'OTAN, mais il n'empêche que c'est une nation qui est en guerre contre la Russie, qui peut frapper des gens qui peuvent menacer l'Europe et l'OTAN, et je pense que ça peut avoir son importance aussi. En tout cas, une chose, c'est que Trump s'était entremis, semble-t-il, pour que les Ukrainiens retiennent leurs bras à l'occasion du 9 mai. Oui. Je ne sais pas si vous en souvenez. Il y a eu un échange de prisonniers pour montrer que quand même il y avait un bon geste à part. Trump étant occupé ailleurs, Poutine, eh bien, maintenant, est livré, en quelque sorte, à ces Ukrainiens étonnants, fabuleux de résistance, et plus que de résistance maintenant, parce que maintenant, celui qui résiste, c'est Poutine, et il est dans la même situation ou presque que l'Iran, c'est-à-dire affaibli économiquement d'une façon extravagante et sur la défensive. Je précise que l'Ukraine a aussi frappé en Crimée annexée par la Russie, une frappe de drone ukrainien sur un bus reliant Moscou à Simferopol et qui a fait 7 morts et 11 blessés. C'est ce qu'a indiqué le ministère russe de la Défense.
Les Iraniens ont menacé le porte-avions américain Lincoln, ils ont envoyé un drone Shahed. Les F-35 américains ont engagé le combat immédiatement, ils ont abattu le drone. C'est un premier affrontement direct, peut-être un premier engrenage. Et puis c'est ce déploiement américain de grande importance. On va voir les avions, les nouveaux avions qui arrivent sur place, les rotations qui se sont accélérées. Le Boeing C-17 Globemaster, plusieurs rotations. On les suit sur Flight Radar, on affichera aussi dans le cours de l'émission ces avions qui font des allers-retours accélérés entre l'Allemagne et Bahreïn, entre l'Allemagne et l'Arabie Saoudite, entre l'Allemagne et la Jordanie. Alain Bauer, qu'est-ce qu'ils ont encore à amener? Ils ont, je crois, 150 avions dans la région, d'État, des patriotes, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore à amener? Il y a plusieurs milliers de soldats qu'il faut nourrir, alimenter, ravitailler en carburant, en pétrole, en équipement, en nourriture. Et puis, il y a une évolution dans les armes déployées. On était dans une première armada dont on ne savait pas très bien si c'était un blocus ou une démonstration. Ensuite sont arrivés les THAAD, des missiles extrêmement performants de très haute altitude à la demande des Qataris, des Saoudiens et probablement des Israéliens. Il semble qu'il y ait un débat, et comme vous le dites, la base de Chagos, dite Diego Garcia, qui fait l'objet aussi d'une grande contestation américaine, parce que les Anglais viennent de la rétrocéder à l'île Maurice, je crois. Il n'y a pas que Groenland dans la vie. Alors que les Américains disent pas du tout, vous ne pouvez pas la rétrocéder, la base c'est à nous comme tu l'es au Groenland. Donc il y a aussi un petit élément qu'on n'a pas encore intégré sur le fait qu'un beau matin Donald Trump dit ça c'est à moi et il faut me refaire un peu ce qui se passe à Chypre. La masse, pardon de vous couper, je l'apprends à l'instant, la rédaction suit en temps réel les déplacements. On en est à 110 déplacements, 110 vols de ces 100 de ces avions C-17 entre l'Allemagne et le Proche-Orient. Donc là, il y a une accélération incroyable. Oui, mais c'est l'illustration que on est prêt à faire des opérations de guerre, j'allais dire des petites opérations de guerre depuis des décennies. C'est ce qu'on fait. Mais on n'est pas prêt à faire la guerre. Tout ça, on dépend des Américains dans la logistique aujourd'hui. Donc, si le grand frère s'en va et part du côté du Pacifique et nous abandonne, on fait comment? Donc, le roi est nu. Maintenant, il faut accélérer. Et c'est pas par des petites augmentations de crédit, d'un budget d'ailleurs, qui ne nous est plus pratiquement pas donné à chaque fois par des entourloupes de Bercy. Donc là, il faut passer vraiment à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'on peut faire, mon général? Regardez la carte, parce que l'héritage du général de Gaulle qui est tellement sidérant, quand on regarde la carte des bases américaines en Europe, il suffit d'avoir cette carte sous les yeux pour constater qu'il y a une différence française, elle est spectaculaire. Certains sur les réseaux sociaux, ça m'amusait, disaient on dirait presque que la France est encerclée, comme si les Américains avaient même pensé, on s'est vu d'exprimer. En tout cas, ils sont là, en Italie. Parce qu'on ne voit plus les cartes des Américains avant que le général de Gaulle explique. Voilà. Nous sommes soit une alliance de vassaux, et je n'en serai pas, 1958, lettre à Eisenhower et Macmillan, soit nous sommes une alliance d'alliés, et il va falloir le reconsidérer. L'année d'après, on part du commandement intégré, les bases américaines ferment, il y en avait énormément en France, des bases de Gaulle les a vidées. Oui, et ils sont partis, et donc ils sont autour, puisque le chef a quitté Paris, le commandement intégré, pour aller à Bruxelles. Mais mon général, cette carte est très intéressante. C'est cette situation qui a fait que nous avons désarmé en Europe, parce que nous avions le parapluie américain. Sauf que le parapluie est en train de se refermer et que nous voilà sous la pluie. C'est très désagréable. Et le constat est brutal. Moi, j'ai vu les évolutions des états d'esprit des dirigeants européens et singulièrement français depuis quelques mois. Le réveil est brutal. Mais moi, j'ai eu ce désaccord avec le président en 2017 précisément pour ça, parce que ce n'est pas une surprise stratégique tout ça. On l'a quand même senti venir. Et vous le savez bien, diriger, ce n'est pas simplement gérer le quotidien, c'est d'abord anticiper, voir loin. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus s'il fallait vraiment si on emploie un mot un peu fort, se décoloniser des Américains? Vous parliez tout à l'heure des cartes de crédit, les visas, les Mastercard, etc. Vous, du point de vue militaire, si on fallait se décoloniser complètement? Écoutez, il faut commencer par réarmer les forces conventionnelles françaises et ensuite, avec notre BITD qui est la plus grande en Europe, la meilleure, essayer de tirer une meilleure coopération industrielle européenne avec la préférence européenne et puis tirer les pays européens vers ce réarmement. Petit à petit, en les écartant de la pression américaine qui a lieu par l'OTAN interposée. Attendez, vous allez voir la première ministre danoise, elle est très sympathique, on l'aime bien, etc. Dans certains domaines, elle n'est pas facile en affaires. Elle achète des F-35. Elle se fait humilier, piétiner par Trump, elle achète quand même des F-35. Vous allez lui dire quoi? Oui, sauf que ce qui vient de se passer là, depuis quelques mois, quand même, a réveillé un peu les Européens en se disant « et si nous devenions tout seuls? Si les Américains devenaient un partenaire adversaire ?» Donc,
Aujourd'hui, quand même, les choses évoluent. La question, c'est est-ce que c'est trop tard? Parce que c'est toujours comme ça, l'étrange défaite. Et 1870, 1914, 1939, le contexte était assez similaire finalement à ce que nous connaissons aujourd'hui. Un endettement massif, une incapacité de réarmer. Donc, moi, c'est ça qui me fait peur. Est-ce que ça sera pas trop tard? Surtout que, très franchement, on est là pour se dire la vérité. Aujourd'hui, l'économie de guerre, le président en a parlé il y a 2 ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Rien, les procédures sont toujours aussi lourdes, la bureaucratie est toujours aussi importante et les délais sont toujours aussi longs. Allez, un peu de provocation. Restons sur les images américaines pour que je vous pose cette question-là, mais qu'est-ce que vous répondez l'un et l'autre aux pro-américains? On les entend aussi, qui disent au fond, il y a une telle puissance de leur côté. Eux peuvent être les gendarmes du monde, il vaut mieux être sous cet empire-là plutôt que sous un autre, et au fond, oui, c'est peut-être les Danois, les Allemands, les Italiens qui ont raison, parce qu'ils n'essaient pas de jouer à la grande puissance qu'ils ne sont pas. Ils savent qu'ils ont besoin des Américains, et voilà. Les Américains, ils ont déjà dit qu'ils ne voulaient plus être ça, il faut les lire. Trump écrit depuis 1987 la même chose. Contre le Japon, puis en disant à l'Amérique qu'il veut, une Amérique fermée, une Amérique qui ne veut pas être le gendarme du monde. La stratégie nationale de sécurité américaine, qui vient d'être publiée, la stratégie nationale de défense, qui reprend la stratégie, dit on n'en a plus rien à battre. Ouais. Les questions morales, on s'en fout. Les questions démocratiques, on s'en fout. Notre sujet, c'est notre hémisphère. L'Indo-Pacifique, c'est pas, c'est pas Donald Trump, c'est Barack Obama. Regardez les B2. Qui va remplacer les Américains pour aller frapper les installations nucléaires si on veut les empêcher d'avoir la bombe? Qui? Écoutez, il faut revenir. Nous, on ne le fera pas. De toute façon, on ne veut pas bombarder l'Iran. On ne veut pas. Donc on les laisse avoir la bombe? Non, on laisse les Américains régler le problème des Iraniens parce qu'ils ont décidé, de signer l'accord, puis de ne plus signer l'accord, puis de ne pas bombarder, puis de bombarder, puis dire qu'ils vont négocier. C'est un peu hypocrite quand même. On dit, regarde les Américains, on veut être indépendants d'eux, mais c'est eux qui font le travail et pas nous. Pourquoi? Mais écoutez, il faut revenir à l'esprit gaullien. Moi, je pense que c'était la vérité. L'indépendance nationale, c'est l'honneur de la France d'avoir continué la dissuasion nucléaire intégralement indépendante et reconstruire le deuxième pilier qui a été laminé depuis des décennies par myopie collective ou somnambulisme, le pilier des forces conventionnelles. Et ensuite, assurer des coopérations, comme on le fait pour la force des volontaires, avec une nation cadre et des pays donateurs, c'est ça qui fonctionne. Et c'est comme ça que l'Europe, petit à petit, recommencera à peser. C'est ça la vision. Revenons au terrain. Dans le général de Gaulle disait, en nommant le général Ayret à la tête des forces, qu'une puissante force de dissuasion nucléaire ne pouvait être fonctionnelle qu'avec une puissante armée conventionnelle. C'est pas une nouveauté. C'est le retour aux fondamentaux de ce qu'est justement la dissuasion nucléaire et la souveraineté nationale. Mais la situation actuelle est une opportunité de sursaut pour la France et pour l'Europe. Mais il faut arrêter de réfléchir. Maintenant, il faut que la technostructure obéissent et ouvrent les yeux une bonne fois pour toutes, le fameux état profond. Ouais, vous avez une dent contre eux, vous avez dit Bercy, la technostructure. Oui, parce que finalement, c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Le roi est nu, on est désarmé et on est dans un monde où à tout moment, une étincelle peut déclencher un conflit, une guerre dans laquelle nous serions impliqués, voire attaqués, parce que les faibles, ils sont attaqués par les forts. Et eux, c'est qui les responsables ? Il n'y a jamais de responsable dans cette situation. Dans l'état de la France actuelle, il n'y a jamais de responsable. C'est ce que j'entends partout par les citoyens que je rencontre. Revenons au terrain proprement dit avec ce qui se passe maintenant sous nos yeux. Vous parliez de la base de Diego Garcia. Des images satellites montrent plusieurs nouveaux avions militaires sur cette base navale de Diego Garcia. Elle est en plein océan Indien. On peut jouer avec la carte pour voir où elle est. C'est très très loin. C'est très loin de tout. C'est perdu. Comment ? C'est à côté de l'île Maurice. Voilà. Donc, je ne sais pas si pour les vacances, c'est peut-être un peu plus plaisant d'aller sur l'île Maurice que sur l'île de Diego Garcia, à mon avis. Mais enfin, moi, je suis jamais allé ni sur l'une ni sur l'autre. Mais quoi qu'il en soit, dites-nous pourquoi cette île est si permet le ravitaillement, le prépositionnement. Vous savez, les porte-avions, c'est bien, mais ça ne porte pas tous les types d'avions, notamment les B1, B2. Qui sont des outils de bombardement beaucoup plus massifs. Là, vous avez des chasseurs bombardiers, des outils de renseignement et de surveillance, mais le très lourd et très compliqué ne se pose pas sur le Lincoln. C'est d'ailleurs un très vieux porte-avions, il a plus de 50 ans. Il n'est pas de la toute nouvelle génération. Les Américains ont d'ailleurs beaucoup de retard sur ces questions. Il faut savoir que sur 11 groupes aéronavals, ils ne peuvent en utiliser que 5 pour l'instant. Il y en a 6 en maintenance, ce qui montre à la fois
voit la déliquescence et le vieillissement aussi. Hein. Quand les Américains fabriquent un nouveau porte-avions en 12 ans, les Chinois en fabriquent 2 en 6. Donc c'est pour vous donner l'état de la situation. Mais la base, en fait, c'est un outil de prépositionnement. On peut avoir tout ce qui est très lourd, B-52, B-1, B-2, et s'en servir pour des opérations extrêmement puissantes. Donc la construction de l'outil américain, et c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne construit pas un tel outil juste pour faire des ronds dans l'eau, est telle qu'ils s'attendent probablement à ce qu'une nouvelle provocation les pousse à dire, voyez, on a fait tout ce qu'on pouvait pour le faire pacifiquement, vous voulez pas, et probablement y a-t-il même à l'intérieur de l'État profond iranien des gens qui ne rêvent que de cela. Alors, on n'a pas parlé de ça, mais ce qui se passe à l'intérieur du pays avec ces incendies et ces explosions multiples, notamment à Téhéran, c'est quand même probablement le début d'une résistance iranienne. Alors peut-être aidée par les Israéliens et les Américains, ou les Américains, mais c'est assez étrange, et c'est peut-être le début du délitement du pays, c'est-à-dire une forme de contestation sans visage, en quelque sorte, pour éviter les 30 000 morts qu'il y a eu en 2 jours. Je crois qu'ils ont fait une erreur, les dirigeants, parce que massacrer le peuple, ça finit toujours mal. Et un jour ou l'autre, la revanche est là. Et je pense que ces incendies, ces attaques, ces explosions qu'il y a aujourd'hui, c'est aussi pour ça que les 2 protagonistes attendent et font durer la diplomatie. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui se trame à l'intérieur du pays. Ça, c'est vraiment important. On a vu les B2. Trump exerce un chantage colossal sur la République islamique en disant « ou vous cédez à mes demandes, ou je vais bombarder par mes moyens, et en particulier par les B2 ». Ah là, cette image est folle. Hein. C'est le bombardier, donc les bombardiers du passé et du présent, n'est-ce pas ? Bien sûr. Parce que les B-52 sont très très anciens, mais portent un poids et une capacité de bombardement tout à fait considérable. Les autres, c'est plus précis et c'est plus profond. Donc là, c'est des choix tactiques et stratégiques. Et plus furtifs. Et beaucoup. Ah oui, les premiers ne sont pas furtifs. Du tout. Donc là, c'est l'étalage de la force, y compris par les images. Et à l'intérieur du pays, c'est peut-être le début de l'amorce d'une résistance. Et je pense que Trump attend de voir pour peut-être donner l'estocade finale, si nécessaire, pour aider la population à se libérer des tyrans. Général, vous êtes français superlativement. Si vous étiez un général américain, si vous étiez là dans le bureau ovale face à Trump, est-ce que vous lui diriez, président, il faut frapper le nucléaire iranien ? Alors moi, je recommanderais pour le moment une certaine patience, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ils ont quand même frappé durement les chefs militaires iraniens. Donc ça pose le problème des cibles. Parce que vous savez, pour frapper, il faut avoir des cibles. Moi, je connais bien ça. Et une cible qui est percée, elle est percée. Si elle a été attaquée, c'est pas la peine, on fera pas mieux. Donc il faut d'autres objectifs. Et d'autres objectifs en relation probablement avec le nucléaire. Donc je pense que les militaires actuellement attendent. Et peut-être que cette armada, qui d'abord est l'expression de la force, sera utilisée in fine quand l'intérieur du pays aura peut-être déstabilisé suffisamment le pouvoir. Moi, en tout cas, c'est une hypothèse que j'aimais. Mais depuis quelques mois, avec le 2e mandat du président Trump, il est parfaitement prévisible dans sa stratégie, il est totalement imprévisible dans sa tactique et ses déclarations. Donc, il faut rester prudent. Et on voit à quel point le nucléaire est la grande affaire. Hein. Les Iraniens qui se disent c'est notre garantie de survie. Kadhafi a été poussé dehors. C'était une erreur d'ailleurs de pousser Kadhafi dehors, d'après vous ? Ah, écoutez, moi je juge le résultat à l'issue. Quand on bombarde et qu'on remplace un dictateur, il faut toujours prévoir le temps d'après. Je l'ai écrit dans mon livre, parce que c'est quand même un enseignement que j'ai vécu de l'intérieur à plusieurs reprises. Regardez ce qui se passe en Syrie, regardez ce qui se passe en Afghanistan, regardez en Afrique, la situation en Afrique. C'est là où je dis que la stratégie, ça gagne les guerres, la tactique, ça gagne les batailles. Ce que vous dites est terrible.